Pendant des années, les femmes japonaises n'avaient entendu qu'une seule chose au sujet de l'ennemi: que les soldats américains étaient impitoyables, que la reddition signifiait l'humiliation, que la capture marquait la fin de la dignité. Alors, lorsque les navires américains apparurent à l'horizon en 1945, lorsque les bottes foulèrent enfin le sol japonais, beaucoup de femmes crurent que le pire moment de leur vie était arrivé. Certaines se cachèrent, certaines pleurèrent, certaines attendirent en silence derrière des portes en papier. Puis les Américains entrèrent. Ce qui se produisit ensuite bouleversa tout ce qu'on leur avait enseigné. Restez jusqu'à la fin, car la raison pour laquelle les femmes japonaises ne pouvaient détacher leur regard des soldats américains pourrait vous surprendre. Ce que les femmes japonaises avaient appris. À la dernière année de la guerre, les civils japonais vivaient sous une militarisation totale depuis près d'une décennie. Les femmes étaient entraînées à résister à la capture. Les mères étaient averties que les soldats américains s'en prendraient aux familles. Les écolières recevaient l'instruction qu'il était plus honorable de mourir que de se rendre. Les tracts largués par les avions américains promettant la sécurité étaient beaux considérés comme des mensonges. Ainsi, lorsque le Japon capitula en août 1945, la peur ne prit pas fin. Elle se multiplia, car désormais, l'ennemi n'était plus lointain. Il marchait dans les rues. Le jour où les camions arrivèrent, dans des villes comme Yokohama, Osaka et Tokyo, des camions américains roulèrent à travers des bâtiments en ruine et des foules silencieuses. Des femmes se tenaient sur le seuil des maisons, serrant leurs enfants contre elles. Certaines s'inclinaient profondément. Certaines refusaient de regarder. Certaines fixaient sans cligner des yeux. Elles s'attendaient à des cris. Elles s'attendaient à des punitions. Elles s'attendaient à des représailles. Au lieu de cela, les Américains s'arrêtèrent, et quelque chose de totalement inattendu se produisit. Le premier choc. Les soldats ne prirent pas d'assaut les maisons. Ils n'arrêtèrent pas les femmes. Ils ne détruisirent pas ce qu'il restait. Au lieu de cela, ils distribuèrent de la nourriture, du chocolat, du pain, de la viande en conserve, du lait en poudre. Pour des femmes qui avaient survécu à des années de famine, la vue de soldats américains transportant de la nourriture en abondance était presque impossible à croire. Une femme japonaise écrivit plus tard qu'elle s'était préparée au pire. Mais ce qui la terrifia le plus fut la gentillesse, parce qu'on lui avait appris qu'elle n'existait pas. Le moment où la peur commença à se fissurer, durant les premières semaines de l'occupation, les femmes s'attendaient à ce que la colère éclate à tout instant. Elles craignaient une vengeance pour l'attaque de Pearl Harbor. À la place, des cliniques ouvrirent, des cantines furent organisées. L'ordre public revint plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé. Les femmes qui s'étaient cachées à l'intérieur sortirent prudemment dans les rues. Les enfants suivirent les soldats, curieux plutôt que terrorisés. Un silence remplaça les sirènes des bombardements. Pour la première fois depuis des années, la guerre semblait terminée. Les femmes japonaises commencèrent à travailler comme traductrices, secrétaires, infirmières, aides, cuisinières et agentes d'entretien pour les bureaux de l'occupation américaine. Pour la première fois, beaucoup parlèrent directement avec des Américains. Elles découvrirent des hommes ordinaires, des fils de fermiers, des ouvriers d'usine, des étudiants arrachés à la guerre. Certains avaient des épouses et des enfants restés au pays. Ils riaient à des blagues différentes. Ils mangeaient une nourriture étrange. Ils regrettaient des familles à des milliers de kilomètres. Soudain, l'ennemi devint humain. Pourtant, le choc restait complexe. Beaucoup de femmes ressentirent un soulagement mêlé de culpabilité. Le soulagement d'avoir survécu. La culpabilité de constater que l'ennemi n'était pas monstrueux. La confusion face à ce pourquoi elles avaient tant sacrifié. Certaines dirent de plus tard que l'effondrement émotionnel ne survint pas avec la défaite, mais avec la bienveillance. Des décennies plus tard,
Les femmes japonaises ayant vécu l'occupation se souvenaient toutes du même moment. Le moment où elles comprirent que la guerre était réellement terminée ne fut pas celui du discours de l'empereur, ni celui de la capitulation officielle du Japon. Ce fut l'instant où les personnes qu'on leur avait appris à craindre les regardèrent non comme des ennemis, mais comme des survivantes et des êtres humains semblables à eux. Pourquoi elles ne pouvaient pas détourner le regard? Les femmes japonaises fixaient les soldats américains pour de nombreuses raisons. Les uniformes leur semblaient étranges. Leur taille était différente de ce à quoi elles étaient habituées. Les hommes japonais, en général, n'étaient pas aussi grands que les Américains et les Européens. Les Américains avaient des traits plus marqués, des mâchoires fortes, des nez prononcés, mais des visages amicaux. Leur posture était détendue, non rigide. Les hommes riaient ouvertement. Certains saluaient de la main. Certains se penchaient pour parler aux enfants. Ce n'était pas ainsi que les militaires japonais se comportaient pendant la guerre. Encore plus surprenant fut la manière dont ces hommes se traitaient entre eux. Ils riaient et plaisantaient. Ils partagèrent la nourriture. Ils se déplaçaient sans crainte d'être entendus. Pour des femmes élevées dans la discipline et l'obéissance, voir une force aussi puissante agir avec autant de décontraction semblait irréel. Puis vint le moment où elles virent d'eau pour la première fois des soldats afro-américains. Pour de nombreux civils japonais, cela détruisit définitivement la propagande. Ils n'avaient jamais vu d'hommes noirs en tant que soldats. Certains n'avaient jamais vu d'hommes noirs tout court. La propagande impériale les avait décrits comme faibles, arriérés ou primitifs. Mais ils étaient là, armés, disciplinés, confiants, amicaux et respectés par les autres soldats américains. Ils dirigeaient la circulation. Ils gardèrent les dépôts. Ils distribuaient des provisions. De nombreuses femmes japonaises reconnurent plus tard que ce fut à ce moment-là qu'elles comprirent que tout ce qu'on leur avait enseigné sur l'ennemi avait été soigneusement construit. Des mensonges et de la propagande. Ceci est une histoire vraie de la Seconde Guerre mondiale. Parce que parfois, à la fin d'une guerre, l'arme la plus puissante n'est pas la force, mais la miséricorde. Êtes-vous d'accord? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies de la Seconde Guerre mondiale.